Bonjour et merci de nous retrouver nombreux dans cette émission très particulière ce matin. Non seulement nous sommes très heureux de vous retrouver après 2 mois sans tournage, mais en plus aujourd'hui, un seul thème de réflexion guidera les émissions religieuses de l'ensemble de la matinée. Ce thème, c'est Espérer ensemble au regard de la crise sanitaire du Covid-19. Fléau mondial ayant provoqué une crise sociale et économique sans précédent, l'épidémie du Covid va marquer pour longtemps nos vies et nos consciences, sans doute les changer un peu. Car au-delà des pertes et privations qu'elle aura causées, cette période difficile pourra être vécue comme l'occasion inédite et paradoxalement incroyable de rebondir. L'occasion d'un changement, d'un approfondissement, voire d'une transformation personnelle. Pour les bouddhistes, la période que nous traversons peut s'apparenter à un état intermédiaire qu'on appelle le bardo. Avec notre invité, l'universitaire Philippe Cornu, spécialiste reconnu du bouddhisme, nous allons évoquer les sentiments éprouvés durant le bardo, tels que la peur, la confusion ou encore la colère. Et nous verrons comment l'entraînement peut les faire diminuer et faire advenir la sérénité. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau, avec toutes les mesures de prudence et les gestes barrières qui nous sont tous désormais imposés. Merci aussi à toute l'équipe qui est masquée. Alors, vous êtes tibétologue, spécialiste du bouddhisme, en particulier du bouddhisme vajrayana, c'est-à-dire tibétain. Vous enseignez à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et puis, vous êtes auteur et traducteur de nombreux ouvrages. Vous avez écrit notamment le dictionnaire encyclopédique du bouddhisme. Et puis, vous avez traduit le livre des morts tibétain, une référence qui date du 8e siècle. Philippe Cornu, comment avez-vous vécu, vous, personnellement, le confinement ? Oh, pas si mal que ça. À vrai dire, c'est un moment finalement que j'ai passé en semi-retraite, donc plus de pratique, plus d'introspection. Bon, certes, un petit peu seul peut-être par moment. En même temps, beaucoup de communication grâce aux moyens que l'on a à l'heure actuelle. Donc, ça m'a permis de faire mes cours, etc. Donc, non, je ne me suis pas ennuyé pendant cette période. Oui. Plus généralement, est-ce que vous pensez qu'on peut apparenter cette période à une épreuve ou plutôt une opportunité finalement ? Alors, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Si on est tourné totalement vers l'extérieur, perdu dans les projections de l'esprit, c'est évident que ça peut être très éprouvant parce que finalement tous les sujets de distraction, tous les sujets habituels en quelque sorte d'agitation ne sont plus là. Et donc, si on a une angoisse intérieure, ça peut être difficile. Si par contre, on est porté plus vers une forme d'intériorisation, de regard sur soi-même et sur les autres, mais d'une façon plus introspective, ça peut être vécu d'une façon extrêmement paisible et profonde. Alors, les bouddhistes, et notamment le bouddhisme tibétain, pourraient apparenter cette période un peu spéciale entre deux d'états intermédiaires qu'on appelle le bardo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le bardo ? Alors, un bardo, c'est un état d'esprit, en quelque sorte, qui s'étend entre deux ruptures. Donc là, on pourrait dire début du confinement, fin du confinement. Mais effectivement, c'est une période où on rentre dans un état d'esprit particulier. Et puis, après la rupture, il y a un autre bardo qui suit avec un autre état d'esprit qui se fait. Donc là, on a vraiment, effectivement, c'est tout à fait licite d'appeler ça une forme de bardo, hein, dans le sens où il y a vraiment un changement profond du mode d'existence, du mode de vie et du mode de l'esprit pendant cette période. Mais c'est-à-dire que c'est un espace-temps, en fait ? Oui. C'est un espace-temps qui est vécu sur un mode singulier. C'est-à-dire, par exemple, il y a le bardo du rêve. Le bardo du rêve, c'est à partir du moment où on se met à rêver jusqu'à la fin du rêve, quand on se réveille, eh bien, on est dans un temps particulier, dans un espace particulier. Et chaque bardo, en fait, a sa propre temporalité, son propre espace. Oui, le bardo le plus connu, entre guillemets, est le bardo de la mort. Oui, c'est le bardo post-mortem parce que dans le bouddhisme, effectivement, on considère qu'il y a une succession d'existences et qu'il y a, alors pour certaines formes du bouddhisme en tout cas, des passages, la mort étant vécue comme un passage, il y a un état intermédiaire avant de reprendre naissance. Et cet état peut durer plus ou moins longtemps. Alors, pour revenir à notre période très particulière, Oui. qui s'apparente donc à un état intermédiaire, qu'est-ce qu'on ressent, justement ? Quels sont les sentiments ou les sensations typiques d'un bardo ? Les sentiments, c'est d'abord un changement d'habitude, une sorte de perte de repère. Et c'est là où, justement, il y a quelque chose d'intéressant à vivre, parce que on change un peu de routine. Il n'y a plus la routine habituelle, il n'y a plus les repères habituels. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet justement de revoir autrement sa vie.
Et si on prend cette opportunité pour regarder véritablement au fond de soi-même la manière dont on fonctionne habituellement, voir un peu comment là ça se passe et regarder un peu les pensées, les émotions qui nous traversent. Il peut y avoir du désarroi, il peut y avoir effectivement de la peur, il peut y avoir tout un tas d'émotions, pas toujours faciles, de la colère aussi parfois, parce que confinement quand même, c'est un manque de liberté. Mais est-ce que la liberté véritablement est la liberté de bouger, de faire ce que l'on veut à n'importe quel moment? Ou bien est-ce que la liberté, c'est plutôt une attitude intérieure? C'est là où on peut se poser aussi la question. On peut très bien se retrouver tout à fait libre dans sa pensée. Est-ce qu'il y a la notion d'espoir quand on est dans ce cadre-là, un petit peu oppressant, un petit peu stressant? Est-ce qu'il y a une projection dans l'après? Alors, l'espoir n'est pas un mot véritablement privilégié dans le bouddhisme, parce que l'espoir, c'est l'opposé de la crainte. Donc, peur, crainte, espoir, c'est toujours des opposés qui sont un petit peu de l'ordre de l'émotion. Et l'émotion, c'est quelque chose qui nous amène simplement à avoir des états un petit peu perturbés de l'esprit. Donc, l'espoir, ça peut être franchement une naïveté. Il n'y aura d'espoir que si on change véritablement, si on transforme véritablement et nous-mêmes et notre société. Sinon, il n'y a pas d'espoir particulier. Alors justement, c'est l'occasion de s'entraîner, comme on dit dans le bouddhisme, s'entraîner à travailler sur ses émotions pendant cet état intermédiaire. Oui, Comment la ça première se passe? chose à faire, c'est de regarder ces émotions. Alors, Et les regarder, c'est ne pas les épouser. C'est pas prendre fait et cause pour nos émotions. Je dis souvent, quand je fais des cours de méditation, les pensées et les émotions, c'est un peu des vendeurs de commerce. Ils ont toujours quelque chose à vous vendre. Mais en réalité, derrière, il n'y a rien. Hein? Donc, une pensée, une émotion ne prend de pouvoir sur nous que si on lui accorde ce pouvoir. Mais en réalité, une pensée, une émotion n'a pas de pouvoir en soi. C'est juste comme une vague qui s'élève dans notre esprit. Et cette vague, si on la laisse se dissoudre, elle revient dans l'océan de notre esprit. Si par contre on la saisit, eh bien on en fait un glaçon. donc la première chose, c'est de regarder, de les... Oui, parce que si on extérieur. regarde une pensée sans l'épouser, sans prendre fait et cause pour elle, on ne lui donne pas le pouvoir, on ne la nourrit pas. Et cette pensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dissout. C'est un peu comme une bulle. On s'en libère. Oui, elle se libère naturellement, sans laisser de traces. Si par contre on la suit, elle laisse des traces dans notre esprit, elle crée des conditionnements. Et ce sont ces conditionnements qui vont créer notre futur, notre façon de fonctionner dans le futur. Nous sommes des êtres d'habitude. Il ne faut pas l'oublier. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas suivre nos habitudes. Est-ce qu'il faut tirer profit justement de cette période où on a le temps de s'isoler un petit peu les uns des autres? Et comment en tirer profit? Déjà, c'est une distanciation, je dirais, plutôt physique que sociale. Oui. C'est pas forcément social. On n'a pas besoin de se distancier d'une façon sociale. C'est important, l'homme est un être social. Par contre, effectivement, ça permet de voir également la responsabilité qu'on a par rapport aux autres. Là, il y a une histoire de virus. Ce virus, on peut en être porteur. Comme il n'y a pas de test, on ne peut pas savoir si on est porteur ou pas. Par conséquent, le fait de faire attention à la distance, c'est faire attention à l'autre. Ça, c'est extrêmement important de voir ça comme ça. Pas de voir ça d'une façon égoïste. Je suis privé du contact de l'autre. Non, je le fais pour le bien-être de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important, de changement d'attitude. Oui. On éprouve aussi dans cette période un besoin immense de communiquer, peut-être plus qu'avant, plus large, à des personnes qu'on avait peu l'habitude de fréquenter ou à qui s'adresser. Oui. Comment ça s'explique? C'est normal, puisque justement, il n'y a pas ce contact habituel physique. Il y a donc une sorte de sentiment de manque. Et ce sentiment de désir ou de manque, ça nous amène effectivement à vouloir quand même communiquer d'une autre manière. Alors ça se fait par des moyens qui sont des moyens effectivement de la vidéo, conférence, etc. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que ça peut remplacer la véritable communication en présentiel. Ça n'a rien à voir. Même si c'est quelque chose qui, fort heureusement, permet de suppléer justement à l'impossibilité de faire des cours directement avec des étudiants. Pour moi, j'ai des étudiants. Ça n'empêche que ça ne remplace pas le contact direct. Bien sûr. Donc, c'est pas quelque chose qui remplace. C'est quelque chose qui permet juste de passer cette période et simplement de savoir utiliser des moyens techniques qui seront effectivement peut-être utiles à utiliser par la suite, mais modérément, je dirais.
Comment cette crise, finalement, aussi, permet-elle de révéler une notion fondamentale du bouddhisme, celle de l'interdépendance des êtres? L'interdépendance, on la voit à tous les niveaux. Là, si on veut la regarder, on la voit à tous les niveaux. C'est-à-dire, il y a le niveau personnel. On peut être porteur du virus, on peut porter ce virus chez d'autres gens. Ça va provoquer des effets en cascade. Donc, on a une responsabilité qu'on n'a pas l'habitude de voir par rapport aux autres en temps ordinaire. Et vous voyez, par exemple, pendant les grippes, généralement, on ne fait rien. On ne met pas de masque. Et puis, en fait, en Asie, tout le monde met des masques depuis très longtemps. Moi, je me rappelle au Japon. Et en fait, ça m'a frappé quand je suis revenu en France. Les gens ne mettent pas de masque. Et du coup, on distribue nos virus parce qu'on ne pense pas à l'interdépendance. On pense qu'à soi-même, fondamentalement. Là, ça va être peut-être une obligation de penser un petit peu à l'autre à ce niveau-là. Et puis d'autre part, on voit une interdépendance au niveau économique, au niveau l'arrêt de toutes les activités, le fait que la planète respire un petit peu plus, etc. Les animaux qui commencent un petit peu mieux à se réadapter à un environnement qui était occupé par l'être humain, suroccupé par l'être humain. Il y a plein d'aspects d'interdépendance que l'on peut voir. Mmh. Et la difficulté, justement, d'être tout le temps dans une société à flux tendu. Alors qu'en réalité, on a besoin de préparer les choses, de les prévoir à l'avance. Et ça, c'est de l'interdépendance aussi. Car l'interdépendance, c'est dans le temps que ça se prépare. Mmh. Est-ce que cet état intermédiaire généralisé pour tous peut apporter, pensez-vous, des changements profonds? Tout dépend des individus. Ça dépend complètement de l'attitude intérieure. On ne peut pas initier des changements de l'extérieur. S'il n'y a pas une prise de conscience, il ne se passera rien. Donc utiliser ce temps pour observer ses passions, ses sentiments. Peut-être un peu moins dans la surconsommation, dans la fébrilité. Regarder un petit peu plus les richesses qu'on a à l'intérieur. Et a-t-on besoin de tant de choses qu'on croit en général? Ça permet de prendre conscience de l'illusion de notre société également. On est dans une société de spectacle, d'illusion, d'attractivité, du tout de suite. Là, non, il faut être patient. Ce sera le mot de la fin. Juste pour conclure, Philippe Cornu, nous sommes en période de Sagadawa qui célèbre le Bouddha. Avez-vous un petit mot pour les communautés bouddhistes? Alors Sagadawa, c'est surtout pour les bouddhistes tibétains, hein. Mais sinon, c'est aussi le mois de mai, il y a aussi le Vesak pour les bouddhistes du sud-est asiatique. C'est une période, disons, qui est considérée comme étant plus forte en puissance, disons, pour la pratique. Donc, c'est un moment où on va se recueillir beaucoup plus, où on va pratiquer beaucoup plus, que ce soit la méditation ou que ce soit des rituels. Ça dépend un petit peu de la forme de bouddhisme que l'on peut pratiquer. Mais c'est un moment, effectivement, où on met un petit peu la gomme. Voilà. Encore une bonne occasion de pratiquer. Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, le livre des morts tibétains, composé par Padma Sambhava, traduit et commenté par notre invité Philippe Cornu, et préfacé par Mathieu Ricard aux éditions Buchet et Chastel. Il s'agit du texte millénaire écrit au 8e siècle par le fondateur du bouddhisme tantrique himalayen. Il y traite des mystères les plus profonds de l'existence, ces états intermédiaires qui n'ont ni commencement ni fin, et révèle que la mort n'est pas un anéantissement, mais la possibilité d'une libération complète de l'être. Préparer la mort de Shagud Tulku Rinpoché chez Claire Lumière. Et puis N'ayons plus peur, oser la compassion peut transformer nos vies de Thubten Jimpa chez Belfond. C'est la fin de notre émission spéciale. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur France TV. La matinée thématique des émissions religieuses se poursuit avec nos amis de l'islam, que l'on retrouve maintenant. Merci à tous de nous avoir suivis. Et selon la formule consacrée, prenez soin de vous et protégez vos proches. Plus particulièrement aujourd'hui, les mamans dont c'est la fête. Et puis la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de retrouver Philippe Cornu. Très heureux dimanche à tous.